Bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Et je commencerai par une comparaison possible entre écologisme et socialisme qui me servira un peu de fil conducteur. Il y a une ressemblance car toutes les deux sont des sources possibles d'un ressentiment possible à l'égard de l'éthique. Définissons celle-ci comme le discours qui s'adresse à l'individu, centre de volonté et de raison, et surtout dont le contenu concerne le rayon d'action de l'individu. L'objection peut être formulée de la manière suivante: est-il bien raisonnable, là où il s'agit de transformer les institutions et les modes de vie collectifs, de privilégier le rayon d'action individuel? Cette objection est d'autant plus forte que, dans la théorie sociale contemporaine, l'orientation dite impersonnaliste, la tendance à interpréter le fonctionnement des sociétés modernes à partir de l'hypothèse de grands systèmes anonymes lâchés dans la nature en quelque sorte, est prégnante. Au sein de la tradition socialiste et des courants de pensée dits socialistes ou socialisants, il y a eu trois réponses à ce refus de l'éthique, trois réponses typiques. La première peut se formuler de la manière suivante. À moins de donner carte blanche à l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire comme mythe, il faut bien qu'il y ait quelque chose comme une orientation normative qui soit précisée, explicitée à un moment ou à un autre pour fonder la critique ou pour fonder l'anticipation de l'avenir. Ça n'implique pas que cette position normative soit complètement unifiée et systématisée. Dans le livre 1 du Capital de Marx, par exemple, on peut dire qu'il y a des critères relevant de l'idée de justice qui sont impliqués, mais aussi des critères relevant de l'idée d'épanouissement qui sont à la limite incompatibles. Mais ce n'est pas grave. L'idée est qu'il y a quelque chose qui s'annonce et qui se précise. Deuxième réponse possible, le socialisme dans sa totalité. Le socialisme comme mouvement doit bien s'appuyer sur un fondement moral ou quelque chose qui lui ressemble, sur une impulsion morale. L'attention, la bienveillance, la générosité, l'empathie, pourquoi pas, à l'égard des classes dites dominées, exploitées, subalternes. Là, c'est vraiment une spécificité historique, que la direction de l'empathie en direction de cette classe-là. Et dans ce sens, effectivement, le socialisme apparaît comme l'application ou le grandissement d'affects moraux redirigés vers ces classes dominées. On trouve cette idée, disons, aux frontières ou à l'extérieur du marxisme, que ce soit des auteurs comme Jaurès, comme Malon, comme Max Hadler dans le champ germanophone, mais d'une certaine façon, Victor Hugo, en parlant de l'immense pitié, commençons par l'immense pitié, avait dit beaucoup de choses. Une indulgence à la fois à l'égard des doctrines socialistes et des gens qui en sont les principaux bénéficiaires possibles. Enfin, troisième réponse possible, le socialisme part bien d'une attention à des formes de moralité qui sont présentes dans les classes subalternes ou dominées. À ce moment-là, le socialisme apparaît comme le développement d'une moralité ordinaire déjà donnée, déjà préexistante, à commencer par les classes ouvrières. Pour encore citer quelques noms au passage, on trouve cette notion, cette orientation, chez des auteurs comme Simone Weil ou George Orwell, bien sûr, avec l'idée que la dignité du travail et du travailleur sont quelque chose qui sont déjà vécus de l'intérieur et peuvent se déployer. Avec l'idée que l'auto-organisation, la résistance sont quelque chose de plus que des effets mécaniques de situations économiques ou de rapports de force, mais l'expression d'une moralité inhérente qui a été violentée ou contestée. Alors mon idée, c'est qu'on ne peut pas isoler ces trois possibilités les unes des autres et qu'il n'y a pas intérêt à se focaliser sur un champ plutôt qu'un autre. C'est la totalité des trois arguments qui fait la force de cette idée que le socialisme est capable, en quelque sorte, de s'articuler à des intuitions éthiques. Encore une fois, si je définis de façon étroite le champ éthique comme celui qui concerne le rayon d'action de l'individu. Mon idée, c'est que de telles orientations peuvent se retrouver dans la pensée environnementale contemporaine, qu'il y a donc une éthique environnementale parfaitement légitime à son niveau et qui est capable de résister aux intuitions socio-historisantes, en quelque sorte, qu'on a l'habitude de leur objecter. Nous savons en effet qu'il a existé, il en a été question ce matin, une éthique environnementale qui a été en quelque sorte contrebalancée dans l'histoire des idées par ce qu'on a appelé l'écologie politique, un terme d'une grande ambiguïté, d'une grande ambivalence, mais qui sert en quelque sorte à spécifier le champ des objections possibles à cette centralité de l'éthique qu'on en a pu reprocher et observer.
Contre, si vous voulez, cette surévaluation des possibilités de l'écologie politique, ou pour le dire très simplement, contre l'idée que l'éthique n'aurait plus de place dans un monde sérieux où l'on aurait on aurait accepté au premier plan les grandes institutions, les grands faits, les grands rapports économiques. Mon idée est qu'il ne s'agit pas de subvertir, mais plutôt de transformer de l'intérieur les intuitions éthiques propres au mouvement que j'ai dessiné. Il s'agit plutôt de les libérer de certaines entraves, voire de certains préjugés, plutôt que de les contrer par un projet radicalement autre qui, en quelque sorte, l'écraserait et prendrait sa place. Pour ce faire, même si mon temps est limité, je voudrais faire référence à un auteur qui a été, au moins dans le monde européen, dans le monde dit continental, une référence en matière d'éthique environnementale, c'est Hans Jonas. Par rapport aux éthiques environnementales, disons de type plutôt nord-américain, qui ont été évoquées ce matin, Jonas partage un grand nombre d'orientations. Il y a une vraie proximité, même si les sources philosophiques de ces thèmes sont plutôt continentaux, heideggeriens pour le dire simplement, et même si la manière dont il développe les intuitions relatives à l'éthique environnementale sont très différentes. Mais enfin, il y a quand même un socle commun qui fait que rattacher, disons, le projet d'Aldo Leopold à celui de Hans Jonas n'est pas illégitime et n'est pas abusif sur le plan de l'histoire des idées. C'est en même temps une grande réalisation, je chercherai à montrer, mais en même temps un anti-modèle. Bien sûr, il y a une difficulté dans cette affaire, c'est que la critique que l'on peut présenter de Jonas concerne à la fois les spécificités de cet auteur et la totalité du projet de l'éthique environnementale. Il me semble que les ambivalences de ce cercle, de cette circularité, sont difficiles à éviter. Alors, pour tout de suite aller au cœur du sujet, je vais partir d'une citation de Jonas dont le reste de mon intervention sera une sorte de commentaire développé. Citation donc, c'est extrait bien sûr, du Principe responsabilité, le grand livre d'éthique environnementale de Jonas, paru en 1979, donc c'est un anniversaire qu'il faut fêter à mon avis, le livre est un événement, que l'on trouve à la page 30 et 31 de l'édition en français. Je cite. « Un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain et qui s'adresse au nouveau type de sujet de l'avenir s'énoncerait à peu près ainsi. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ou pour l'exprimer négativement, agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Ou simplement, troisième formulation, ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur Terre, ou encore, formuler de nouveau positivement, quatrième formulation, ça rebondit tout le temps, inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton monde. » Merci. Désolé, c'est moi qui suis désolé de l'incident. Donc, je vais commenter rapidement, disais-je, ces formulations en cascade. Parce que ce passage, qui est peut-être un des centres de gravité de l'ouvrage de Jonas, révèle un certain nombre de choix théoriques cruciaux. Premier choix théorique. De tels propos supposent d'abord un diagnostic transparent sur l'époque contemporaine. Les problèmes que nous connaissons se ramènent à la menace qui pèse désormais sur l'espèce humaine. Dans l'ouvrage de Jonas, ce sont les risques nucléaires et les projets anthropogéniques qui semblent plus ou moins discrètement guider la réflexion. Jonas connaît d'autres problèmes, il cite le changement climatique dans une note de bas de page, mais clairement, ce n'est pas son affaire. La conséquence philosophique est l'élection d'un affect fondamental, celui de la peur, de l'instinct de survie conscientisé, universalisé, qui se trouve presque, au passage, sacralisé. Deuxième commentaire. De tels propos nous engagent sur la voie d'une éthique qui peut se résumer, qui peut se rassembler dans une simple formule fondamentale, même si elle est diversement exprimée. Comme on le sait, Jonas, pour cela, s'appuie sur l'analyse d'une expérience choc unique, unifiant selon lui préservation de la vie et défense de l'humanité. Alors l'argument est connu, face aux bébés démunis. Nous comprenons ce que veut la vie réduite
à sa plus simple expression humaine, est-il implicitement admis, qui est aussi la plus puissante. Elle veut vivre. Bref, la sollicitude que réclame silencieusement le nouveau-né, le sentiment de responsabilité que l'on éprouve en la saisissant, ouvre la voie à l'explicitation du principe de l'éthique. L'unicité et la puissance de l'expérience en question se transmettent, pour ainsi dire, à la formulation philosophique recherchée. Troisième commentaire. De tels propos engagent une certaine orientation en philosophie de l'histoire. S'il s'agit bien de remplacer, et non de compléter et de corriger, les anciennes morales et les anciennes doctrines politiques, y compris celles qui viennent de l'Antiquité gréco-latine, c'est parce que la version ionassienne de l'éthique environnementale suppose dépasser ou dérisoire toutes les anciennes façons de faire et de penser. Une éthique nouvelle, autonome et requise, ajustée de bout en bout à son nouvel objet, à son nouveau monde, à l'époque radicalement originale à laquelle nous appartenons. Une certaine vision de l'histoire, comprise comme une succession de périodes possédant chacune leurs traits propres et appelant donc chaque fois une réponse spécifique, répond à la vision de la nature, entre guillemets, conçue comme un ordre unique et séparé. Il y a donc un caractère principiel d'une philosophie de l'histoire périodologique qui se transmet en quelque sorte à une philosophie de la nature. Alors je voudrais esquisser une réponse. Alors donc, je vais reprendre rapidement point par point ces trois éléments. Premier élément, l'unicité du problème. Au fond, le caractère tragique d'un problème unique. Mon objection est très simple et je vais la résumer en trois phrases. Dès que l'on revient au réel, ce qui ressort, c'est outre le caractère systématique de la crise, lequel est bien connu, le fait que nous avons en réalité beaucoup de problèmes dits environnementaux, différents les uns les autres, des problèmes liés à nos dépendances et à nos ancrages naturels. Si certaines thématiques jouent à juste titre un rôle crucial dans la recherche savante, comme dans la conscience publique, les désordres climatiques, la montée du niveau de la mer, la déstabilisation des écosystèmes, la crise de la biodiversité, cela n'implique pas qu'ils résument l'ensemble. Nous n'appartenons plus à ces temps heureux, si l'on peut dire, où les problèmes se totalisaient ou semblaient se totaliser dans un problème existentiel majeur, en l'occurrence la menace d'une guerre nucléaire cataclysmique. Problème à partir duquel et en fonction duquel le philosophe d'autorité pouvait commencer à penser. Prenons un dilemme que rencontre tout diagnostic historique contemporain. Face à l'environnement, il y a à la fois épuisement et pollution, à la fois pillage et nuisance, ou bien encore, le défaut des régulations des activités industrielles a conduit et à l'exploitation puis à la destruction de milieux naturels et à des pollutions dangereuses pour la santé des populations. Il existe sans doute de nombreux exemples de ces bifurcations. Les problèmes environnementaux, vous m'avez compris, que nous subissons sont de plusieurs sortes. Ou du moins, il existe un point de vue qui, pour moi, est éclairant, qui fait apparaître la situation contemporaine comme le théâtre d'une prolifération de problèmes distincts et non comme la confirmation d'un destin, comme l'aggravation d'un problème unique ou comme l'explicitation d'une défaillance systématique d'emblée présente. Il n'est pas certain du tout que la mise en avant d'un tel pluralisme ne soit pas de nature à affaiblir une stratégie philosophique comme celle de Jonas, qui mise tout, par dramatisation, sur le scénario d'une disparition de l'humanité, guerrière ou technologique, transhumaniste, dirait-on aujourd'hui. Deuxième réponse possible, la pluralité des biens à poursuivre. Alors, comme ce matin il a été question d'éthique animale, je peux me permettre d'être très rapide sur ce plan. Je vais là aussi défendre une thèse radicalement pluraliste. Nous avons sans doute raison de considérer que nous pourrions avoir des devoirs envers les espèces et les individus animaux. C'est assurément un aspect de la sagesse et de l'intelligence des choses dans leur figure contemporaine. En revanche, nous n'avons aucun devoir concret envers les animaux en général, aucune vertu à mettre en œuvre en face d'eux, aucune attitude primordiale à cultiver. Car il y a au sein de ces êtres des nuisibles et des utiles, des indifférents, des amis réels ou potentiels. Beaucoup de créatures dignes d'attention et de respect, et bien d'autres groupes encore, avec partout des nuances et des intersections.
les règles éthiques qui n'épouseraient pas les contours de ces différences n'ont aucune chance, selon moi, d'avoir une quelconque portée. Elles resteraient suspendues dans les airs. Et c'est encore admettre le primat de la vie, à partir de l'animal, que de dire qu'une telle remarque peut s'étendre au-delà du champ de l'animalité. Il faut dire alors que le champ de l'éthique environnementale n'est pas totalement ouvert ou indéterminé. S'il n'y a pas de verbe unique qui résumerait le devoir que l'on s'attend à voir déboucher sur quelque grand impératif solaire, néo-kantien, sommet de la pyramide des normes, il y a en revanche des verbes clés, autour desquels la conscience écologique a pris l'habitude, à juste titre, de se concentrer. Entretenir, préserver, restaurer plus récemment, limiter les désastres en cours ou à venir, compenser les dommages déjà visibles autant que faire se peut, cultiver la sobriété, éviter la souffrance inutile. Voilà des grandes choses à faire, voilà de grandes fins. C'est très bien ainsi, et une fois constaté que ces fins, qui sont déjà pleinement reconnues, sont diverses, comme dirait Wittgenstein, tout peut être laissé en l'état. Ou encore, et pardon de la banalité, il y a différentes fins, et c'est là le dernier mot de la sagesse. Bref, la réflexion que l'on a l'habitude de rassembler sous l'éthique d'éthique environnementale, où je comprends aussi d'une certaine façon l'éthique animale, réflexion au sein duquel le livre de Jonas a joué un rôle important, est composite, non subsumable sous un principe ou une théorie englobante. Elle reflète et révèle une cosmopolitique proliférante où les êtres qui nous importent, entrelacés à notre propre existence, et ils sont nombreux, et à l'égard desquels l'attention vigilante et sympathique s'impose au moins a priori, sont justement nombreux et s'inscrivent dans une liste ouverte. Troisième réponse, et je terminerai par là, les empiètements à assumer contre le principe de clôture et de fermeture. Je l'ai dit, l'autocompréhension du geste jonassien est orientée en fonction du thème selon lequel les temps nouveaux que nous vivons appellent une pensée éthique originale et unique, parce qu'en dernier ressort, la vie et la nature ont une réalité propre. Ce que je suppose à la place, j'accélère un petit peu, c'est un principe de décloisonnement que je voudrais productif sur le plan pratique. La réflexion éthique qui porte sur les êtres de la nature n'est pas plus simple que celle qui porte sur nos congénères humains, celle-ci étant censée, dans le meilleur des cas, prendre en compte une partie au moins des complexités propres aux choses humaines, à commencer par la diversité des existences individuelles, des circonstances et des fins de l'action. Ainsi, par exemple, il existe ce que l'on appelle une éthique du care. Centralement, l'éthique propre aux êtres humains qui, pour une raison ou une autre, ont besoin que l'on s'occupe d'eux, pour lesquels la valeur première n'est pas la liberté chérie des modernes, avec ses corrélats, l'allergie furieuse à l'interférence et à la dépendance, mais un besoin d'aide et d'assistance que d'autres doivent assumer et satisfaire, qu'il s'agisse d'amour ou d'autre chose. Je pars de cet exemple parce que parler de care, c'est adopter un point de vue qui n'est pas celui de l'isolement d'un environnement extérieur, autrement dit d'une altérisation irréversible de la nature. Par certains côtés, on prend soin d'un milieu menacé comme on le fait d'une personne malade. L'enfant démuni du principe responsabilité n'est le symbole que d'une expérience choc, exhibée par le philosophe pour les besoins de son argumentation. Une expérience choc, pour ainsi dire, sans préalable et sans lendemain. Il est en carton-pâte, ce bébé, c'est un petit bonhomme en sucre. Il n'est pas capable de symboliser, en tout cas, selon moi, un capital d'affect et d'attitude qui aurait une certaine force et travaillerait la vie humaine. L'idée d'une éthique spécialement adaptée au monde historique de la nature menacée n'est pas recevable. Parmi les conséquences concrètes du principe de décloisonnement, il y a pour moi le lien à la politique. À l'époque de Jonas, la réflexion philosophique pouvait encore avoir l'aspect d'un jeu de salon. Que faut-il faire en général pour éviter le scénario du pire dans l'avenir, à savoir l'extinction de l'espèce humaine? Les désordres contemporains de notre organisation économique et sociale impliquent désormais une telle quantité présente de souffrances humaines et animales que cette manière de faire est devenue inconvenante. Avec les paysans expropriés, avec les expatriés climatiques, avec les malades contaminés par les produits toxiques conçus par notre industrie chimique,
avec les animaux torturés dans l'élevage intensif, on n'est pas dans le fictif ou le marginal. Comme à l'époque du jeune Marx, celui des manuscrits de 1844, la souffrance physique, comme principe d'humiliation systématique de la vitalité, forme bien un butoir pour la pensée. Elle indique qu'il y a lieu, pour une part, de dépasser le motif post-romantique de l'environnement par la prise en compte des corps abaissés et abîmés en général, selon le principe d'une continuité au sein de l'ensemble de nos ancrages, de nos dépendances et de nos parentés mondains et naturels. Comme chez Marx, la souffrance inutile de masse apparaît comme le résultat d'arrangements sociaux défaillants, leur point de ralliement, leur manifestation phénoménale la plus saillante. C'est le socle principal d'une critique sociale. Ce qui est plus clair, et je conclurai par là, qu'il y a 40 ans, c'est donc aussi que l'éthique environnementale, et c'est le résultat du principe de décloisonnement, bien qu'elle ait son territoire et son droit propre, est liée par 1000 fils à une éthique politique, ou au moins à ce principe élémentaire d'une éthique politique qui consiste à avoir le courage de lutter contre les puissants, avec les dispositifs et les langages qui les accompagnent toujours, non parce que la domination, entre guillemets, encore un terme désespérément vague, serait en soi diabolique, mais quand leur incompétence et leur nocivité sont avérées. S'impose l'idée d'un changement des règles du jeu, en particulier pour ce qui concerne la question de la propriété, sans que parler à tout bout de champ d'un dépassement du capitalisme soit en lui-même éclairant. Il s'agit donc aussi d'une immanence au champ profondément irrationnel des rapports de force sociaux, d'une histoire véritablement bariolée. Je vous remercie.